Mesdames et messieurs, tous les plaisirs est pour moi d'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection, kiosque, votre émission d'analyse de l'actualité en République démocratique du Congo. Comme promis, le président de la Commission électorale nationale indépendante a entamé donc une série de consultations avec les personnalités politiques de la République démocratique du Congo. Après les groupes de Fayoulou, Matata, Délice et Sanga Katumbi, le président de la centrale électorale s'est entretenu hier avec Adolphe Mouzitou, président du parti politique Nouvelle Élan. Et avec cette, je dirais, rencontre, le président de la commission électorale nationale indépendante ne vise que la recherche d'une forte inclusion dans les processus électoraux en cours en République démocratique du Congo. Mais la revendication de l'opposition reste l'audit du fichier électoral. Quant à le Denis Kadima, qu'on n'a pas vu parler à la presse, a consenti que cette proposition sera discutée en plénière de la Commission électorale nationale indépendante et qu'une réponse sera apportée à l'opposition au courant de cette semaine. Mais la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres ici est celle de savoir qu'adviendra-t-il si l'opposition n'obtient pas gain de cause dans sa démarche sur le dit du fichier électoral. Voilà qui va constituer les lignes de mire de cette émission kiosque. Dans le deuxième volet, nous allons aborder également cette question de la présentation des 30 kidnappeurs dans la ville-province de Kinshasa qui sont réputés sur les enlèvements et les viols dans la ville-province de Kinshasa. Voilà qui va constituer l'ossature de cette émission. Analyse et commentaires dans cette émission kiosque. Et puis, avant donc d'entrer de plein pied avec notre magazine kiosque, j'aimerais qu'on puisse passer à la lecture des journaux Paris Séjour dans la capitale où le journal Les Phares a titré à sa une « Élection, les doutes des Mouzitou face aux assurances de la Commission électorale nationale indépendante, insécurité grandissante dans la ville-province de Kinshasa, 30 kidnappeurs dans les filets de la police nationale congolaise. Denise Nyakeru rend hommage à 9 Congolais dans la légende du Congo, volume 1. » Voilà les différents titres des journaux Paris Séjour dans la capitale. Analyse et commentaires avec Roger Bondenguele. Bonjour Roger. Oui, bonjour Eddy Kabea. Merci beaucoup de nous associer à ces débats, à cet échange que je crois républicain, que je crois que ça va satisfaire le public qui nous suit. Et je crois aussi que le temps sera réparti équitablement à tout le monde. Je ne pense pas que la chaîne CCTV, dont le propriétaire est large et qui est démocratique, donne l'opportunité à tout le monde de s'exprimer, même s'il y a eu des gens qui l'ont critiqué négativement, comme il a cet esprit de démocratie, des démocrates, je pense qu'il a toujours supporté avec son grand cœur de laisser tout le monde s'exprimer. Et là, je les remercie puisque cette émission date de longtemps. On a vu comment les gens ont tiré sur lui et il a supporté. Très bien. Je le félicite et je dis merci au président Jean-Pierre Bemba, le chairman Igoué, merci pour tout ce qu'il fait avec cette chaîne de télévision. À qui c'est juste une présentation. Oui, Roger. merci. En face de Roger Bondenguele, kiosque a le réel plaisir de recevoir ce jour dans son numéro Cissé Traoré. Bonjour Cissé. Bonjour Eddy, merci de l'invitation. Je suis, comme toutes les fois que je suis associé à ce prestigieux plateau, heureux de pouvoir partager avec des compatriotes, créer, n'est-ce pas, le choc d'idées pour pouvoir faire jaillir la lumière au bénéfice du Grand Congo. Je ne ferai pas comme Roger qui, d'entrée de jeu, se met à se plaindre, à lancer des pics ça et là, comme pour dire que
le temps ne serait pas équitable, pas la peine de pleurnicher, si tant est que vous soyez à même d'argumenter pour dompter les arguments du contradicteur. Quoi de plus normal que de s'y lancer, peut-être, plutôt que de pleurnicher. Allez-y comprendre, Roger n'est qu'un provocateur supplémentaire des mauvais goûts. Ça sort un peu de l'ordinaire hein, de voir aujourd'hui un politique qui s'invite dans ces débats. Il s'agit donc de M. Fabrice Pelende, cadre du mouvement de libération du Congo. Fabrice Pelende, bonjour. Bonjour, très cher Eddy. Les sentiments me revient de partager ce plateau avec mes co-débatteurs et surtout dans cette belle émission Kiosque, une émission légendaire. Je salue également l'équipe technique ainsi que les téléspectateurs qui, par occasion, nous suivent à l'instant. Et je pense que, comme je l'ai toujours souhaité, plaider pour un débat responsable. Bien, je crois que notre décor est planté. Nous pouvons d'entrée déjà commencer avec notre émission. Roger, je commence d'abord par vous. L'opposition politique campe sur ses positions. Il s'agit donc de la refonte de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que l'audit du fichier électoral. Comment voyez-vous ces problèmes? Oui, c'est tout à fait légitime pour une opposition qui ne veut pas aller aux élections en victime expiatoire, c'est-à-dire d'entamer, c'est-à-dire d'aller à une élection qui est d'ores et déjà truquée, à une élection qui pose d'ores et déjà des problèmes, à un fichier qui n'est pas clair. Donc c'est tout à fait légitime que l'opposition aujourd'hui puisse poser des préalables pour aller aux élections transparentes, véridiques et claires. Donc la démarche est normale. Mais je me pose une question ou plusieurs. Est-ce le pouvoir en place va-t-il céder? C'est ça le comble. Quand je sais que M. Kadima, même son installation à la tête de la CENI a posé beaucoup de couacs, beaucoup de problèmes, je me dis, est-ce que ce n'est pas une consultation des pacotis et qui ne va aboutir à rien, ou il peut être sincère aujourd'hui? Puisqu'après les démarches que l'opposition avait menées depuis, ça n'avait abouti à rien. On a vu comment le président de l'Assemblée nationale a investi cette institution d'appui à la démocratie et comment les choses s'étaient passées avec une opacité hors norme. Je me dis, je ne vois pas le pouvoir en place aujourd'hui changer des caps pour arranger les mais choses. Vous ne voyez pas vous voyez pas que cette revendication de l'opposition risque de perturber le chronogramme des élections prévues en décembre 2023 selon les délais établis par la loi? Oui, je ne pense pas, s'il y a la volonté, s'il y a les moyens mis à la disposition de la CENI, et les choses peuvent aller et où les élections peuvent avoir lieu à la date prévue par la Constitution. Puisque le dialogue ou l'échange ou la rencontre des préoccupations exprimées par l'opposition ne peut pas prendre toute une éternité. Ça peut prendre un mois pour revoir la composition du bureau de la CENI. Dites-moi, monsieur Eddy Kabeya, montrez-moi une lettre que l'opposition, ou peut-être les partis de Martin Fayoulou, avait écrit à la CENI pour désigner un membre de la plénière de la CENI au nom de Ditu Monizi. Je ne vois pas les idées. Mais à son temps, l'opposition avait boycotté cette démarche visant à mettre en place le bureau de la Commission électorale. Cela ne pouvait pas donner l'occasion au pouvoir en place de débaucher les gens, de débaucher Ditu Monizi.
Donc, moi, je pense que la démarche, comme elle était déjà biaisée, c'était tout à fait cohérent que l'opposition puisse se rétracter et ne pas désigner l'opposition. Vu tout ce qui s'est passé par rapport à la désignation de M. Kadima à la tête de la CENI. Et à part ça, je disais, montrez-moi une lettre que le PPRD avait rédigée pour signer par Chadari pour désigner un membre du bureau de la CENI au nom de Manara Didi. Je ne vois pas ça, je n'ai pas vu ça. Donc ils ont été tout simplement débauchés par les pouvoirs en place et de telles pratiques frisent d'ores et déjà la tricherie qui se prépare à grande échelle par l'actuel CENI. Très bien. Si c'est Traoré, pour Martin Fayulu, il est essentiel que le fichier soit audité parce que les élections se font sur base de la confiance. La question que l'on doit se poser ici est celle de savoir pourquoi contester plutôt ces fichiers alors que le fichier a été déjà audité. Merci de la question. Nous sommes comme, comment dire, devant un dilemme qui nous laisse une seule alternative. C'est soit on s'accommode à ce qui a été fait pour que le train reste en marche, ou que l'on décide collégialement d'arrêter le processus pour se concentrer sur des priorités qui me paraissent importantes aux yeux et de l'opposition et de moi-même. Donc de mon point de vue, on peut même carrément stopper le processus pour s'intéresser au retour de la paix à l'Est. Ça, par exemple, c'est très important. Mais du point de vue de l'opposition, on pense qu'on peut d'abord stopper ce que, comment il s'appelle, Kadima est en train de faire, pour s'occuper de ce qui concerne le fichier, qui, de mon point de vue, a déjà été, comment dire, audité. Mais apparemment c'est comme si l'opposition n'est pas prête pour aller aux élections. C'est vrai que selon l'opposition, selon le 4 leaders, ce fichier n'a pas été, l'audit n'est pas de leur goût en fait, n'a pas été audité comme ils l'auraient souhaité. Mais très bien, il y a le facteur temps, il y a le facteur délai constitutionnel, il y a le facteur, comment dire, budget, tout ce qui va avec les élections. Mais pour autant, est-ce qu'il y a un camp qui n'est pas prêt aux élections avance, comment dire, des préalables, pour ne pas dire des prétextes, on doit accepter de stopper le processus auquel carrément tout le monde a adhéré, sauf les 4 leaders. On stoppe le processus pour d'abord satisfaire aux caprices, je voudrais appeler ça comme ça, de ces 4 leaders, au risque, n'est-ce pas, de ne pas respecter le délai constitutionnel. Mais vous ne voyez pas que vous ne voyez pas qu'à procéder dans ce sens-là, c'est une violation intentionnelle de la Constitution. C'est ce que je suis en train de dire. Le choix nous revient. On a déjà violé la Constitution par le passé. Le Congo n'a pas disparu en tant que pays. Le choix nous revient en tant que peuple. On peut résolument décider de ne plus organiser les élections dans ce pays. Si le peuple le veut, je dis bien en tant que peuple souverain. Si nous voulons, on dit on n'a plus besoin de l'élection. Ni l'Europe, ni l'Amérique, personne ne viendra nous engueuler. Le choix revient au peuple. C'est vrai qu'on peut bypasser ce délai constitutionnel. On l'a déjà fait en 2016. Et le ciel ne nous est pas tombé dessus. Mais seulement, il faudrait qu'on se mette d'accord en tant que peuple. Ça veut dire quoi? Société civile, classe politique, opposition, patati patata, tout ce qui... disons, que l'on se mette d'accord en tant que corps, comme peuple. Si on est bien d'accord qu'on peut glisser, sans qu'après avoir glissé, que les gens prennent des ordres pour des boucs émissaires pour venir dire voilà, vous n'aviez pas organisé l'élection en telle date, alors qu'ils auraient contribué à ce que l'on glisse. C'est ce comme on a fait en 2016, on avait ensemble accepté de glisser en tant que peuple, au travers de nos représentants. On peut le répéter. Pour l'intérêt du Grand Congo, si le glissement peut permettre qu'on organise des bonnes élections, qu'on glisse, même 5 ans, 10 à 20 ans, on s'en balance. Nous, en tant que peuple, pourvu qu'il s'agisse de bonnes élections, pourvu qu'il s'agisse de bonnes élections qui viendront, mais glissons autant que vous voudrez. Mais vous acceptez... Ça ne gêne personne. Mais à vous entendre parler, c'est comme si vous acceptez le fait que ces élections ne seront pas bien organisées, compte tenu des revendications de l'opposition. Les élections, c'est quelque chose de confiance entre parties prenantes. Mais
c'est vrai qu'ils sont minoritaires, mais quand même, on voudrait bien que cette minorité se sente aussi, comment dire, en sécurité en allant à ce processus. Oui. Mais je crois que cette minorité sait aussi que si on accepte de glisser pour satisfaire à l'heure préalable, ce ne sera pas 6 mois, 1 année, ainsi de suite. Mais il y a fort risque que le glissement soit plus long que ça. Mais on opte, donc les gens sont soit préparés. S'il vous plaît, si c'est vrai, vous optez pour les glissements. Et pour quelle finalité? Vous voulez les dialogues? Non, la finalité, j'ai dit tout à l'heure, oui, les bonnes élections. Si on doit avoir les bonnes élections en glissant 6 mois, 1 année, mais il faut baliser un chemin pour ces bonnes élections. Ok, on y va. C'est pendant les 6 mois ou l'année que nous allons, ces leaders vont se mettre ensemble pour discuter. On va associer les experts qui s'y connaissent pour donner des avis et créer, comment dire, ce choc-là, pourvu que l'on arrive à pondre un calendrier électoral qui soit acceptable par la majorité des parties prenantes. Mais seulement, il faut ajouter aussi une chose. Oui. Si on glisse pour le dialogue, là, c'est mal barré alors. Mais si on glisse pour avoir un bon processus électoral, le temps de pouvoir le préparer, oh, tant mieux. Les dialogues pour quel format? Ah mais justement, c'est là encore le problème. Oui. On est tous convaincus que s'il y a dialogue, écoutez, l'issue de ce dialogue sera forcément celle que nous connaissons tous. Question de faire une bonne santé financière pour revenir aux élections. Je le dis par expérience, s'il y a glissement, s'il y a dialogue, croyez-moi, l'issue de ce dialogue sera forcément celle que nous connaissons tous. Oui. Et comme on a toujours connu par le passé, tous les dialogues ont abouti à ça. Et celui-ci, s'il y en a bien sûr, aboutira coûte que coûte à un partage de pouvoir. Mais est-ce que c'est ce que souhaitent les 4 leaders? C'est la question que je me pose, mais j'ai bien l'impression que c'est bien ce qu'ils souhaitent. Mais j'aurais voulu que l'on glissât pour des objectifs bien définis, importants, comme celui de s'occuper par exemple de la guerre de l'Est. Oui. Moi je suis bien d'avis qu'on stoppe les élections. Les élections ne vont pas finir la famine. La question de l'agriculture, la question de l'insécurité à l'Est, c'est ça des sujets les plus importants. S'il faut stopper les élections pour ça, tant mieux. On peut stopper. Il y a des nations où il n'y a pas d'élections. Il y a 10 ans, 20 ans, il n'y a pas d'élections, mais qui sont industriellement, économiquement, du point de vue très développés. Très bien. Est-ce que les élections... Vous avez 1 minute pour conclure. Je vais conclure. Oui. Est-ce que les élections prennent les déçus sur la sécurité? À l'Est, par exemple, la réponse est non. Est-ce que les élections, par rapport à la famine qui frappe de plein fouet notre peuple, les élections prennent les déçus? La réponse est non. La question des kidnappings, vous en avez parlé, tout ça là... C'est prioritaire par rapport aux élections. Oui. Quoi de plus normal que de stopper les élections qui ne nous apportent rien? Je dis absolument rien. Du point de vue économique, c'est de l'argent qu'on jette à travers la fenêtre. Oui, mais écoutez, les élections, pour pouvoir bien gouverner, on n'a pas que besoin de passer par les élections. Est-ce que cela va rencontrer l'assentiment de nos partenaires, les Occidentaux? Mais justement, est-ce qu'on ne peut pas organiser les élections sans eux? Est-ce que nous sommes un pays sous tutelle, comme quoi, si vous faites 2 ans ou un mandat sans élection, pour autant, les Nations Unies vont faire comme elles en ont l'habitude. Mais vous oubliez, c'est là le problème. Vous oubliez qu'il y a toujours une main noire en République démocratique du Congo. Ce n'est pas un bon exemple, mais j'aimerais prendre Kabila pour exemple. Oui. Il a quand même réussi à le faire, sans eux, sans leur accompagnement financier. Sur fond des décassements propres, sans pour autant se référer. Ce que je suis en train de dire, Kabila l'a quand même fait. Oui. Et j'insiste, même si ce n'est pas un bon exemple, oui. Kabila, mais je dis quand même que ça a déjà été fait par le passé. Donc on peut le rééditer, sans que l'on soit là à recevoir des dictats qui viennent des 27 de l'Union européenne ou des, que sais-je encore, qui sont ça et là à travers le monde à imposer le rythme de gouvernance dans tous les pays du tiers-monde. Très bien. C'est n'importe quoi. Très bien. Fabrice Pelende, si cette Traoré estime qu'il faut surseoir le processus électoral en cours en République démocratique du Congo pour résoudre les problèmes liés à l'insécurité, à l'agriculture et cette problématique de kidnapping constatée ça et là dans la ville province de Kinshasa, vous, en tant que politique, partagez-vous cet avis? Je suis un peu étonné, cher Eddy. Oui. Je suis même perdu après avoir écouté mes 2 co-débatteurs. Je me dis, faudrait-il respecter la loi ou bien faudrait-il aller dans les sentiments politiques liés aux individus?
nous devons savoir que les élections, c'est une obligation constitutionnelle. Et par notre constitution, le peuple est le détenteur de la souveraineté. Le seul moyen pour lui de l'exercer, c'est à travers les élections. Et l'article 5 de notre constitution est clair là-dessus. Il s'agit d'un cycle renouvelable, excusez-moi, pour garantir le fonctionnement démocratique. Ça, c'est un dogme, c'est un principe édicté par les constitutions. Et au-delà de ça, il y a la loi électorale qui est votée par les représentants du peuple qui constitue un cadre légal pour, au fait, mettre en place un processus conformément à une loi émanant de la volonté collective, c'est-à-dire des parlementaires. La phase la plus cruciale, c'est bien veiller, c'est veiller à ce que la loi électorale ne soit pas partiale, que cela soit impartial et accepté par tous. Mais du moment où la loi est votée, c'est-à-dire cela devient opposable. Et dans ces ramifications, il y a une loi organique qui vient organiser le fonctionnement. Je crois que c'est la loi organique de 2010. Tout est dit, tout est là comme cadre juridique pour permettre à ce que le peuple puisse veiller au fonctionnement du bon processus électoral. Mais lorsque la loi elle-même n'est pas violée dans la procédure, on ne peut pas directement mettre en cause les élections. Et surtout que la CENI, qui est une organisation indépendante, qui jouit de la liberté, de la plénitude administrative et financière, a la latitude et la capacité de garantir... Fabrice Pelende, vous parlez du credo, en fait, du dogme. Non, je plante les décors. S'il vous plaît. Je plante les décors. Non, je voulais juste vous paraphraser, parce que vous parlez du dogme. Le dogme vient du mot dogmatisme, qui veut dire que c'est une certitude disposition de croire et d'affirmer quelque chose sans critique ou discussion. Mais voyons-nous dans le passé. Comment est-ce que l'ancien président Joseph Kabila avait-il procédé lorsqu'il a trouvé qu'il n'y avait pas assez de moyens pour organiser les élections? Il y a eu glissement, il y a eu dépassement du délai. Et pourquoi à cette époque vous ne voulez pas, alors qu'il y a un certain nombre de priorités, notamment l'insécurité à l'Est qui bat son plein? Et vous ne voyez pas que aller dans le sens là, c'est peut-être négliger la partie Est qui est en proie des violences. Fabrice Pelende. N'allez pas dans des propos rétrogrades comme je viens de le constater dans les chefs de mes co-débatteurs. Ce n'est pas la première fois que nous organisons les élections dans ce pays. Les élections de 2018 ont été organisées. Ce n'était pas tout le Congolais qui était parti aux élections. Il y avait une grande partie de notre territoire, surtout à l'est de notre pays, qui n'était pas allé aux élections. Mais il y a une élection. Ne nous mettons pas dans une vicissitude où vous donnez l'impression que nous voulons violer intentionnellement la Constitution. Il s'agit de la démocratie. La minorité ne peut pas contraindre à une majorité. Et en suivant le président de la CENI, il avait même fait une proposition de réservation des sièges. C'est-à-dire que si un territoire n'est pas prêt, on peut lui garder les sièges. Il y a plus de 500, il y a près de 500 députés au Parlement. Là, c'est en attendant que les choses se normalisent. Non, mais c'est-à-dire, le processus crédible qui englobe tout le monde doit être effectif. Oui. Mais il y a toutefois des éléments d'imperfection qui sont quantitativement minimales, mais qui ne peuvent pas contraindre la majorité. C'est ça le problème. Évitons de tomber dans cette piège-là d'abord, de violer la Constitution, puisque ça sera irréparable. Et quand j'entends des mots comme dialogue, glissement, stopper les élections, mais c'est jeter en pâture cette Constitution. Mais c'est tout ce que j'ai relevé ici de mes co-débatteurs. Nous devons garantir ce processus. Et en répondant à votre question, pour garantir ce processus, mais la conformité relève aussi de la loi qui organise cette CENI. À quel niveau de la procédure la loi a été violée? À quel niveau de la procédure la loi électorale a été violée? On pourrait peut-être déceler les imperfections, la qualité des cartes, même quand il parle de l'audit. Mais l'indépendance de la CENI lui donne cette possibilité de faire d'appel d'offres et retenir le meilleur. Et même quand on parle de l'audit externe, ce n'est pas l'international externe au pays ou quoi que ce soit, c'est en dehors d'une institution, une institution en dehors de l'institution qui est la CENI. Donc je pense que nous devons aimer ce pays. Les élections est une priorité constitutionnelle
pour garantir un cycle électoral renouvelé. Et c'est là, en fait, pour matérialiser cette démocratie. Très bien, mais l'autre point débattu lors de cette rencontre est la problématique du financement des élections. Parce que la Commission électorale nationale indépendante accuse plusieurs mois d'arriérés de frais de fonctionnement et d'investissement. Et son président compte sur le respect des promesses du gouvernement central en vue d'endiguer ces problèmes. Au cas où le pays ou le gouvernorat n'aura pas de moyens pour organiser des élections. Vous ne voyez pas que on doit toujours émettre dans une même longueur d'onde que si c'est Traoré? Je vous dis, à l'heure actuelle, la CENI a déjà été suffisamment financée, puisque nous dépendons tous d'un budget national. Oui. Ce budget est un exercice prévisionnel qui va progressivement avec l'encaissement des trésors publics. Et on a déjà dépassé près de 50% du financement de la CENI. Et il nous reste encore 5 mois. Je pense que c'est progressif. Déjà à la phase actuelle, la CENI a déjà accompli beaucoup de prouesses relevant des obligations financières. Donc aujourd'hui, camponnons-nous d'abord pour garantir un processus électoral crédible. Oui. Cette crédibilité-là viendra à travers des démonstrations de preuves du côté de ceux qui pensent que le processus n'est pas crédible. Parce que, in dubio pro reo, les doutes profitent toujours à l'acquisé quand vous ne pouvez pas prouver. Il n'y a pas de preuves matérielles que l'opposition peut brandir en disant voilà, dans cet aspect, le but n'a pas été bien fait. Puisque la loi elle-même parle d'afficher et le président de la CENI est d'accord. Et n'oubliez pas qu'il ne s'agit que d'une partie de la population représentée par certains individus, à ne pas confondre avec le reste de la population qui est aussi représentée par une grande fraction des leaders politiques. Donc, en démocratie, c'est la majorité qui prime. Et au regard des revendications que les autres avancent, mais ils sont en train de progresser dans les revendications, ce qui est une faiblesse scientifique, parce que quand vous allez avec quelque chose, il faut l'amener jusqu'au bout. Il ne faut pas se laisser emporter par les avis des uns et des autres. Ils étaient à la Cour constitutionnelle, ils ne sont plus là. Ils étaient à l'animateur de la CENI, ils ne sont plus là. Ils étaient... ils parlaient plutôt, quand j'ai dit ils étaient, ils se préoccupaient des animateurs de la CENI. Aujourd'hui, c'est le fichier électoral. Ils ne font qu'évoluer. Et le processus avance. Les revendications restent la même, d'autant plus qu'ils ont abordé toutes ces questions autour de cette rencontre avec le président. Mais leur revendication est rétrograde. C'est obsolète, puisque à la phase actuelle, il y a un bureau qui sont allés consulter à travers un président qu'ils ont débouté. Mais vous dites une chose, faites au contraire. Pourquoi aller voir Kadima? Puisque c'est Kadima qui est le problème. Très bien. Alors, si c'est en vrai, vous avez quelque chose à ajouter. Justement, je voudrais ajouter quelque chose. Mon co-débatteur ici à côté a fait mention du fait que une minorité ne peut pas imposer à la majorité de la population, disons, ses points de vue. Mais la minorité qui n'est pas allée aux élections en 2018 n'y est pas allée de son propre chef. C'est du fait qu'il y avait une situation d'insécurité. Voulez-vous... Moreau, apparemment, vous êtes distrait. Voulez-vous faire de cette exception de 2018 une habitude, comme quoi c'est désormais possible dans ce pays de continuellement organiser des élections sans une partie de la population, et vous trouvez ça normal? Vous voulez prendre ça pour argument et vous trouvez ça normal? Quoi de plus normal que les peuples de l'Est qui sont en insécurité se sentent comme ne faisant plus partie de la République démocratique du Congo? Vous voulez perpétuer cet état des choses. Pourquoi? Alors que nous avons la possibilité de pouvoir corriger les choses. Oui. Alors, si pour nous montrer solidaires, il faut que nous n'allions pas aux élections tous, quoi de plus normal qu'il y ait. J'ai essayé de hiérarchiser les priorités ici. On pense que parce que c'est écrit dans la loi, on ne peut pas passer à côté s'il y a des priorités plus fortes que ça. Mais non, on l'a déjà fait ici, dans ce pays. Je donne un exemple, on l'a déjà fait. On peut passer dessus la Constitution. J'ai dit, le souverain, c'est le peuple. Oui. Le peuple congolais peut décider même de déchirer cette Constitution. Personne ne va lever le petit doigt. Le peuple fait ce qu'il veut de sa Constitution et de son pays. Et il y a plusieurs manières de pouvoir l'interroger. S'il veut qu'on marche dessus la Constitution, on va marcher dessus. Parce que c'est le peuple qui le veut. Alors, quoi de plus normal que si il y a des priorités comme celle-là, d'insécurité, des famines généralisées,
qui sont tellement prioritaires que les élections ne représentent carrément rien aux yeux de tout ça. Plus que les élections. Aux yeux de tout ça là. Il y a, comment dire, le PAMA récemment a dit qu'on avait 27 millions de Congolais qui souffrent de la famine. Et ça ne vous dit rien. Ce qui vous intéresse, c'est les élections. Je ne comprends pas quelle est la priorité au finish. Est-ce que c'est de manger d'abord ou c'est d'avoir les élections qui, pour la plupart, ne pourraient donner rien en termes de suite de bonne gouvernance. D'abord, réglons la question de l'agriculture qui est prioritaire pour la famine de nos populations. Et les élections viendront, tôt ou tard, les élections viendront, et les bonnes. C'est sur cet axe que je suis. C'est là où je ne suis pas d'accord avec les Très bien, très bien. Ça, vraiment, c'est insupportable. Si c'est Traoré estime que il faut bannir cette histoire des élections pour résoudre les problèmes qui prévaut. Et ça se fait, il a parlé du peuple. Il a dit que c'est le peuple qui est le souverain primaire, qui peut faire tout ce qu'il veut de la Constitution, de les changer ou de les laisser comme tel. Mais jusque-là, le peuple n'a rien fait pour changer cette Constitution de 2006. Mais le peuple a ses représentants, peut-être par le biais. Non, il y a des dispositions de la Constitution qui veut que le peuple lui-même puisse intervenir par référendum. Si le peuple n'intervient pas, rien ne va changer. Mais l'initiative proviendra de qui? L'initiative provient d'une pétition d'un nombre de gens bien définis par la même Constitution. Et qui sera entériné par qui? Et qui sera entériné par la Cour constitutionnelle. Très bien, répondez à la question alors. Oui, moi je pense que pour les problèmes des élections, les élections, c'est comme a dit Maître Pelende, que c'est défini c'est voulu par les législateurs, donc la Constitution. C'est prévu par la Constitution, certes. Mais on ne peut pas aller aux élections pour y aller. On doit aller aux élections dans des bonnes élections. Il faut qu'il y ait des bonnes élections, qu'il n'y ait pas contestation après. Quand nous regardons bien tous les processus depuis 2006, 2011, 2018, on ne proclame jamais les présidents élus. Il y a eu toujours des tricheries, des contestations, il y a eu mort d'homme après chaque élection. Donc, comment mettre la paix? Comment faire pour qu'il y ait la paix après chaque élection? Donc, on doit voir, on ne peut pas continuer dans ces cycles de violence pour qu'il y ait toujours perte de vies humaines après chaque élection. Autrefois, je disais sur le même plateau ici, tu disais selon un philosophe français, Henri Bergson, le vrai temps ne gît pas dans les calendriers, ni sur l'horloge. Le vrai temps gît dans les mois psychologiques, dans l'intérieur de l'homme. C'est-à-dire, c'est l'homme qui est le temps. C'est l'homme qui fait le temps. C'est l'homme qui détermine tout. Oui, qui détermine tout. Si l'homme dit aujourd'hui que non, on va organiser les élections en 2024 au mois de juin, c'est l'homme lui-même qui se détermine. Donc, qui le veut. C'est l'homme qui est le maître de tout, même de la Constitution. Mais moi, je ne suis pas vraiment d'avis avec Cissé. Concluez. Quand il va au-delà, il dit 20 ans, tout ça, puisque l'élection nous coûte. Mais l'élection coûte combien? 1,250 milliard. Chaque cycle électoral coûte 1,250 milliard. Donc c'est prévu que chaque année, les gouvernements puissent mettre en exergue 250 millions pour l'organisation des élections. Je pense que le gouvernement Ilunkamba avait déjà gardé les 500 millions et le gouvernement Sama Lukonde a gardé aussi ces 500 millions. Donc on a déjà 1 milliard pour organiser les élections. Puisque c'est ça la procédure
prévu par la Constitution. Et chaque année, compte tenu des revendications de l'opposition. Oui, chaque année, l'opposition. Laissez-moi progresser un peu pour que je ne puisse pas me perdre. Chaque année, le gouvernement devrait garder 250 millions pour lancer les élections. Donc, à ce stade, j'ai le regret de constater que le gouvernement n'a rien gardé, n'a rien encaissé pour l'organisation des élections et commence à tâtonner à ce stade dont nous sommes à la fin. Et le gouvernement n'a rien comme moyen pour résoudre les élections. Et puis, quand si c'est dit... Concluez, vous avez les élections nous coûtent beaucoup d'argent. Le budget de cette année est de 16 milliards. Quoi de plus normal de défalquer même 1 milliard, tout ça. Donc, si on ne parvient pas à défalquer les 1 milliard parmi les 16 milliards de dollars du budget de cette année, donc, l'on comprend que le budget de 16 milliards, c'est du faux. Donc, le budget n'est pas de 16 milliards, comme a dit mon vieux Claude Machala, à qui je salue, comme il a dit que non, les 16 milliards étaient les bicoros, et les 16 milliards étaient les bicoros qu'on ne peut pas palper. Donc, je comprends par là que le gouvernement est obligé de rentrer à l'Assemblée nationale pour rectifier la loi budgétaire afin qu'on puisse la rabattre même à 6 milliards. Très bien. Oui, par rapport à... Non, vous avez déjà terminé parce que vous avez... Non, je sais que tu as été toujours rigoureux envers moi. Votre temps. Oui. Mais je crois qu'on ne doit pas s'éterniser là-dessus. Hein. On doit aborder un autre sujet. Un autre sujet est entré à l'insécurité dans la ville province de Kinshasa. Fabrice Pelende, je commence ce désenvolé avec vous. Comme vous le savez, les commissaires divisionnaires Sylvano Kassongo s'est fait un point d'honneur en présentant hier lundi 3 juillet 2023 un échantillon plutôt des malfaiteurs impliqués dans les enlèvements de paisibles citoyens dans la ville province de Kinshasa. Vous, en tant que politique et un juriste en même temps, comment interprétez-vous ces problèmes? Merci encore, cher Eddy. Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi de répondre 2 minutes. 2 minutes, c'est trop. Bon, permettez-moi de répondre. Oui. J'aimerais éclairer l'opinion en lisant l'article 5 de la Constitution. Je dirais que les 3 premiers alinéas. Oui. La Constitution, l'article 5 dit « La souveraineté nationale appartient au peuple. Oui. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum. Oui. Ou d'élection et indirectement par ses représentants. Oui. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Vous avez de la matière au moins. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Je ne suis pas contredit jusque-là. Vous voyez qu'ils ont été évasifs, ils ont dit beaucoup de choses, mais sans rencontrer l'esprit du constituant. Oui. Ici, moi, je vous ai planté le décor de la loi. Et je le mets en défi, ils seront incapables de démontrer à quel niveau de la procédure la loi a été violée. Puisque la loi, c'est le dénominateur commun de la société. Nous sommes tous organisés dans cette société conformément à une loi. Oui, il y a des sensibilités politiques qui peuvent intervenir, mais le principe de fond doit demeurer. Ils ne peuvent pas être contre les élections du moment où c'est ça la garantie démocratique. Je pense que c'est une question de patriotisme et de savoir qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est priorité. Puisque quand le co-débatteur dit que la priorité, c'est d'abord les élections. Les élections. Ce soir, les élections. La famine. Mais c'est abstrait. La famine, les résoudre dans combien de temps? S'il vous plaît. Les résoudre dans combien de temps? Dans quel programme? Dans quelles conditions? Il n'y a pas de cadre légal. Mais quand on dit ça, il n'a pas tort, il n'a pas tout à fait raison. Écoutez, il y a des préalables, il y a un certain nombre de priorités qu'on doit aussi respecter. Des obligations constitutionnelles à ne pas confondre avec des obligations politiques. Ce qu'il dit là relève de l'exécutif, du politique en place. C'est l'émanation du volonté du législateur. Ça se fait par ceux qui sont au pouvoir. Mais le cadre légal fixé par la Constitution qui constitue une garantie démocratique, on n'y déroge pas. Très bien, répondez à la question alors. Je vais répondre à la question. D'abord, nous devons savoir qu'il n'y a pas de société sans crime. Nulle part dans le monde, vous verrez qu'il n'y a pas de crime. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun pays dans le monde qui peut se dire aujourd'hui, non, 0 crime, 0 infraction.
C'est-à-dire que ce sont des faits sociétaux. Les criminologues vont nous dire que tout cela, c'est sur base de la réaction sociale et des conditions de chaque société. Mais ce qui est particulier ici, nous constatons un phénomène que nous n'avons pas souvent l'habitude de voir, c'est-à-dire kidnapper les gens. Oui. Il faudrait d'abord se mettre à la place des kidnappeurs. L'élément motivateur, c'est quoi? Parce qu'il n'y a pas d'action sans intérêt. Quand aujourd'hui ce phénomène devient récurrent, c'est qu'il y a... Il porte un intérêt soudain. Il y a un intérêt soudain. Oui. Et les enquêtes aussi doivent se pencher sur ces points-là. On a ouï dire, mais c'est ce qui est aussi est vivable existentiellement dans d'autres nations que nous avons aussi connues, le trafic des organes. Ça peut intervenir comme moyen, comme raison qui pousse à certains compatriotes et kidnapper certains compatriotes pour aller en faire une chair à pâter à travers l'extirpation des organes et vendre. Ça existe aujourd'hui. Oui. Et nous constatons également que c'est la classe de la jeune, c'est une classe trop jeune qui fait ça. Donc il y a encore beaucoup de questions à se poser oui. Et attendre beaucoup de réponses. Mais d'emblée, moi j'aimerais ici donner cette possibilité à notre population d'être vigilant, d'être regardant, de surveiller non seulement son environnement immédiat, mais l'environnement du voisin, et que les services de sécurité puissent s'impliquer davantage, chercher à savoir c'est quoi les soubassements, la raison d'être existentielle de ces phénomènes. Bon, on le sait aussi qu'à la veille des élections, il y a trop de péripéties, trop de cacophonies qui entachent la scène politique, oui. Les intentions machiavéliques, et on le sait tous qu'il y a aussi des forces obscures qui viennent bousculer le bon fonctionnement d'un processus pour mettre le pays dans une crise indéfectible. Très bien. Donc la population doit être... Je reviens à vous. Vous ne voyez pas que cette présentation s'inscrit dans le cadre de rassurer l'opinion nationale que le commissariat provincial de Kinshasa est très actif dans le cadre de la lutte contre plutôt le banditisme urbain. C'est vrai, le problème, il est sociétal, c'est vrai. Mais déjà, il faut dire, comme le disait mon co-débatteur ici à côté, que oui. L'insécurité zéro n'existe nulle part. Hein, nulle part au monde. Où que vous soyez, vous allez y faire face. Cependant, c'est un problème structurel. Il faut y apporter des solutions qui conviennent. Les solutions, c'est notamment dans la structuration des services de sécurité, l'amélioration des conditions de travail, en termes de nouvelles technologies, des conditions salariales, ainsi de suite, étant donné que même les policiers sont impliqués dans ces kidnappings. Donc, c'est tout un tas de solutions qu'il faut prendre pour pouvoir endiguer le problème d'un autre côté. Mais comme l'a dit Fabrice Pelende, que l'âge oscille entre 25 ans, le plus jeune qui effectue ces actes. C'est vrai, c'est ce que je suis en train. Le problème est complexe. Oui. Et des solutions doivent être réfléchies et adaptées au problème. Cependant, au-delà de l'aspect que je venais de mentionner, celui qui concerne à équiper les services de sécurité, oui. Et à mieux les traiter, pourvu qu'ils donnent le rendement que nous attendons d'eux. Mais il y a aussi le côté justice. Oui. Il y a le côté de la répression qu'on réserve à ceux qui commettent ce genre de crimes. Si l'on est complaisant de ce côté-là, croyez-moi, les gens vont se complaire à continuer à kidnapper parce que sachant que 2, 3, 4, 5 mois plus tard, il suffira de corrompre un magistrat quelque part pour recouvrer sa liberté. Ça va continuer. Je vous dis, il faut, comme on dit, au grand mot, des grands remèdes. Oui. Sous d'autres cieux, même la question des Koulouna et les autres, sous d'autres cieux, même aux États-Unis, vous savez que la peine de mort existe encore. L'injection létale jusqu'aujourd'hui, aux États-Unis. Il y a des États où on applique l'injection létale. Est-ce que quelqu'un vient leur faire la leçon? Pourquoi nous, on ne peut pas appliquer des solutions qu'il faut adapter à nos problèmes à nous? Le Koulouna et kidnapping et autres, tout, on t'attrape, on t'applique ce qu'il faut. Hein? Ce qu'il faut pour vous, c'est quoi? Je vous dis, je vous ai donné un exemple ici. Je vous ai donné un exemple des États-Unis d'Amérique où jusqu'aujourd'hui, la peine de mort existe. Donc il faut procéder... Jusqu'aujourd'hui. Alors pourquoi nous, on doit être complaisant? Comme quoi on craint de châtier suffisamment des gens qui commettent ce genre de bévues. Les droits de l'homme au risque de se voir... Les droits de l'homme existent. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. On craint de châtier convenablement, suffisamment à ces criminels
par peur de se voir administrer des leçons des droits de l'homme à travers le monde, ou que sais-je encore, alors que nous avons un problème qui est, c'est nous qui vivons le problème. Factuellement, nous vivons avec au quotidien. Oui. Et nous voulons appliquer les solutions adaptées à ce problème-là, à notre manière. Au finish, il faudra qu'à un moment donné que nous ayons des solutions propres à nous, qui ne sont pas soumises à l'approbation de ces 27 de l'Union européenne, ou que sais-je encore. Comme je vous ai dit tantôt là, si on acceptait, nous, au niveau interne, Oui. de mettre en place une stratégie pour mettre fin au Koulouna et à ce kidnapping, ça dépendra de la punition qu'on va infliger aux kidnappeurs et aux Koulouna. Le phénomène va disparaître au bout de quelques mois. Roger Bondengele. N'en déplaise à ceux qui... Laissez-moi chuter. Laissez-moi chuter. Je vais chuter une seconde. J'étais en train de dire, il faut que résolument nous arrivons à prendre une décision. Oui. Peu importe les sanctions qu'on inflige aux criminels, Ouais. il faut qu'on ferme un peu les yeux sur ce que l'extérieur va dire. Peu importe ce que les gens vont raconter, qu'il s'agisse des droits de l'homme, on s'en balance, mais c'est nous qui vivons le problème. À ce qui concerne cet aspect de la chose, on inflige des sanctions, peu importe, démesurées ou pas, mais pourvu que nous arrivions à indiquer le Très bien. problème. Si c'est Traoré, et en fait, Roger Bonengele, comme l'a dit, si c'est Traoré, vous ne voyez pas que néanmoins, il ne faut pas manquer ici d'exhorter aussi les responsables de la justice à plus de rigueur dans la mise en branle de l'action judiciaire. Oui, je ne sais pas si le fait de montrer au public le criminel qui sème la terreur dans la ville-province de Kinshasa, que la situation va se calmer. Je ne pense pas, puisque c'est quand même un ouf de soulagement pour la population qui vivait dans la peur et la désolation la plus accrue. Pendant qu'on faisait cette démonstration, il y a eu un communiqué. Aujourd'hui même, la famille Fundi cherche sa fille, répondant au nom de Gertrude Fundi Mariam, sortie depuis hier vers 11h. Elle est allée au cours à l'université de Kinshasa et devait arriver vers... Mais ce sont les Elle n'est pas donc rentrée. Laissez-moi parler, mon cher frère. Laissez-moi parler. Voyez, tout ça signifie que on a en face de nous un gouvernement irresponsable. Oui. C'est-à-dire, si le gouvernement était responsable, ce genre de problème allait exister, mais pas avec une telle ampleur. Donc, c'est la résultante de l'incapacité du pouvoir en place de mettre la paix, la quiétude. Puisque quand il y a la pauvreté, il y a toujours tout le moyen pour que les gens, les démunis, puissent chercher de quoi nouer le deux bouts de mois. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire, le jour où le gouvernement va mettre le citoyen congolais à l'aise, il n'y aura pas ce genre de trucs. Puisque le pays va mal, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau. Au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez entendu l'argumentaire au niveau de l'Assemblée, partout dans le monde, il y a ce genre de au niveau de l'Assemblée, on ne paye pas les vieilles femmes, leur argent de ce sopa, je ne sais pas qui les vole. En tout cas, c'est déplorable pour la gestion d'une telle institution. C'est-à-dire, ça fait plus de 5 mois avec un budget de 16 milliards, on ne sait pas payer les vieilles mamans dont leurs maris sont morts à cause de la gourmandise. Est-ce que vous pouvez conclure, Roger Bonengele? Oui, c'est déplorable. Il n'a plus rien à dire. Vous ne sentez pas que c'est vide? Oui, c'est vide puisque tu n'es pas à la hauteur de comprendre la pensée métaphysique. Non, mais ce qui est vrai... S'il vous plaît, Fabrice, je voulais que... Vous êtes juriste quand même, vous devez quand même nous éclairer là-dessus. Parce que il est à espérer, comme l'a dit Cissé Traoré, que ces brigands ne seront pas laissés en liberté sous des prétextes fallacieux, alors que les responsabilités pénales sont avérées aujourd'hui dans le multiple cas d'enlèvement enregistrés ces derniers temps dans la ville-province de Kinshasa. En tant que juriste, vous ne voyez pas que cela remet sur la sellette la question sur l'image de la justice de la République démocratique du Congo? La fatalité dans un crime... Vous avez 1 minute pour conclure. La fatalité, déjà à la fin de cette la fatalité dans un crime, oui, c'est la mort d'homme. Je pense que mon co-débatteur parle, mais il est vide de contenu.
Il faudrait savoir que ce n'est pas l'autorité publique qui doit créer les criminels. Les criminels apparaissent et l'autorité publique lutte contre la criminalité. Mais ce qui est quand même bien à retenir comme dividende, Oui. il n'y a pas suffisamment de morts. Mais c'est trop fort, hein, votre réplique vis-à-vis. Non, mais c'est vide de contenu. Vide de contenu comment? Non, mais il n'a rien dit, mais le co-débatteur aussi a dit. C'est du blabla, vous. Non, mais Non, avant que moi je le dise, déjà mon co-débatteur a constaté que notre co-débatteur parle, mais en réalité il ne dit rien. Non, Roger, vous ça n'avez n'engage que moi. Mes propos Vous ne me n'avez plaisent pas la pas. parole. Vous n'avez pas la parole. Je ne suis pas le seul à le Laissez-lui dire sur parler, ce s'il plateau, vous nous plaît. sommes Tout bien à le simplement. constater. Oui, oui. C'est des bonnes C'est quand même une majorité qui observe. Oui. Vous êtes seul, on écoute ce que vous dites, mais dans le fond, il n'y a rien, excusez-moi. Oui, le peuple qui me suit. Le Ok, public bon. qui me De suit. toutes les façons, j'aimerais avancer avec mon Je avis. suis Oui. Pour Vous avez faire une minute plaisir. derrière. Oui, mais il me plaisir prend au mon public. temps. Nous sommes presque arrivés à la fin. Oui, Hein, c'est au vous public avez, de s'il vous plaît, juger. vous avez, Et non s'il vous au plaît, co-débatteur de Roger, juger. Roger, C'est- s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. En tout cas, je dois. En tout cas, moi, je suis parce zen, que, hein. vous avez ici un rôle hautement pédagogique à jouer, qui consiste donc à éclairer l'en interne de l'opinion. Mais quand vous vous mettez à des discussions inutiles comme ça, vous ne voyez pas que cela n'augure rien de bon. Oui, c'est Roger, justement ça, dire des choses qui me- apporteront une solution. Oui. Donc, ce qui est du moins pas si grave du fait Oui. qu'il n'y a pas beaucoup de morts constatés, bien que le phénomène, comme je l'ai dit, est récurrent, Oui. bien que c'est un phénomène criminel, Oui. mais la société du moins est épargnée par des violences meurtrières suite à ces forfaits. Tout ce qu'il faut faire, c'est renforcer la capacité de la sécurité. Alourdir les sanctions aussi. Oui, justement. Faut pas être C'est-à-dire que la sanction, c'est la conséquence d'une violation Mais pénale. pas de liberté avec des prétextes fallacieux. Non, pas de liberté. Je pense qu'il y a des lois qui existent Oui. qui condamnent ces faits en peine. Et l'objet ici, c'est renforcer la sécurité dans ce secteur. Entrer dans la complicité de l'ennemi, chercher à comprendre, comme j'ai dit tout au début ici, pourquoi ces phénomènes apparaissent, l'objet c'est quoi et comment faire pour les combattre. Je pense que les criminologues vont se pencher plus là pour faire cette étude, de chercher à comprendre pourquoi ces crimes existent et pourquoi en ce moment. Sans oublier qu'il y a une réaction sociale dans tout Très ça. bien. Si Comme- c'est- vous avez une minute pour Très bien, ramasser comme un je certain disais, nombre de vous n'avez qu'à criminels. observer Ouais. sur les réseaux sociaux hein, Oui. la position de tout un chacun. Vous constaterez qu'il y en a qui, c'est moi l'expression, il y en a qui disent Otumba Bango en public, pendez-les au stade des martyrs, et ainsi de suite, fusillez-les. C'est ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux. Oui. C'est-à-dire, ça traduit la gravité du problème, la complexité de l'affaire, au point que, pareil pour le phénomène Koulouna, les gens en ont marre. Et par conséquent, quoi de plus normal, je reviens à ce que je disais tantôt, il faut une solution originale propre à nous, sans regarder ce que l'extérieur va dire. Oui. C'est nous qui en souffrons ici. Ceux à qui on coupe les bras et patati patata, ce sont nos frères et sœurs. Appliquons, comme on dit, au grand remède, au grand mot des grands remèdes. Très bien. S'il faut fusiller, déjà, il faut le faire. Très bien. Déjà, tel que- Roger Mondenguele, vous avez Sur nos une questions, minute pour conclure. Une Oui, minute. mais quand il parle de la loi, de la dureté de la loi, moi je pense que la loi peut répondre à ces questions, mais quand on a des corrompus au sommet de l'État, et je pense qu'à tous les niveaux, il n'y aura que des corrompus. des ramifications sans Moi, je tête pense- ni queue. Voilà, Des raccordements Moi, je pense qu'il frauduleux. faut une certaine éthique, même après des Il y a élections. l'indépendance de la justice. quand Qu'il y même. ait, oui, qu'il y ait, quand on proclame celui qui a réussi, on a des députés qui n'ont pas été élus proclamés. On a de bourgmestres qui n'ont pas élus. Quel rapport avec la question? Laissez-moi. Pourquoi ces poursuivre raccordements ma logique. fraudulés? Pourquoi Oui, non, ces c'est raccordements pas un fraudulés? raccordement frauduleux, mais c'est la logique. C'est-à-dire, si au niveau Oui. des sommets, les choses ne vont pas bien, si il y a la corruption là, au niveau de la justice, il y aura la même chose. Très bien. Nous sommes arrivés pratiquement. C'est pas Nous sommes possible. arrivés à la fin de cette émission. On se retrouve Sans prochainement technique. avec les autres invités. Mais d'ici là, portez-vous bien. Un bon dessus des programmes sur Canal Congo Télévision. Doudou Montiri, l'homme de la Lukunga. Merci beaucoup.